Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Douchimakité. Merci d'avoir choisi la radio publique africaine. Au sommaire des nouvelles de ce lundi 5 décembre 2022, un plan macabre d'assassinat des membres des partis politiques et d'opposition, en particulier les militants du parti CNL, est en cours de programmation. Vous aurez les précisions dans ce journal. Au sommaire également, la propagation de la maladie à coronavirus prend de l'ampleur ces derniers jours en mairie de Bujumbura et ses environs. Plus de 20 cas positifs à la COVID-19 sont enregistrés depuis quelques jours dans la ville de Bujumbura. En fait, la coalition des défenseurs des droits des réfugiés burundais vivant dans divers camps lance un appel à l'Organisation des Nations Unies d'éviter de tomber dans les pièges des gouvernements burundais et tanzaniens qui usent de tous les moyens pour faire croire que les conditions sont réunies au Burundi pour le rapatriement des réfugiés. Vous allez écouter dans cette édition Léopold Charangabo, le vice-président de cette coalition. Les détails tout de suite. Ouvrons cette édition sur la page sécurité. Encore sans vie a été retrouvé le matin de ce lundi en zone Ngagara de la mairie de Bujumbura au quartier 10, près de chez un homme d'affaires connu sous le nom de Zilanote. Selon des sources administratives, la victime n'a pas été identifiée et elle aurait été tuée ailleurs et son cadavre est jeté à cet endroit. Les témoins indiquent d'ailleurs que des signes montrent qu'elle aurait été assassinée après un viol. Le corps de la victime se trouve pour le moment à la morgue de l'hôpital Roi Khaled. Toujours en page sécurité, une série d'assassinats dirigés contre les membres des partis politiques d'opposition, en particulier les membres du parti CNL, est en cours de programmation. C'est une révélation faite par un membre de la milice Imbonerakure qui a voulu lancer une alerte. Notre source affirme que ce plan macabre est concocté par les responsables du parti CNDD-FDD en province de Bujumbura. Suivez. Les tuer un à un jusqu'à ce que notre objectif soit atteint. Voilà en gros l'issue de la rencontre qui a eu lieu en province Bujumbura par rapport à comment en finir avec tous nos opposants. Un accent particulier a été mis sur les membres du parti CNL. On nous a intimé l'ordre de les surveiller de près, de surveiller surtout leurs mouvements. En fait, on doit filer tout membre du CNL qui s'aventure hors de chez lui après 21 heures et compter tous les appels qu'il reçoit. Si ça dépasse 3 en 20 ou 45 minutes, on doit l'appréhender, l'amener au poste de police le plus proche et le faire coffrer en l'accusant de collaborer avec des groupes rebelles, surtout ceux basés dans la réserve naturelle de la Rukoko ou ceux en République démocratique du Congo. C'est la seule façon qui pourrait écarter les soupçons de l'Occident qui dénonce les abus commis par les agents du Service national des renseignements qui s'occupaient jusqu'à présent de cette tâche. En fait, le gouvernement veut rester en bon terme avec les bailleurs qui commencent déjà à atténuer les sanctions. En plus, on nous a dit que pour cela, on ne devrait pas avoir peur de se salir les mains car ils se chargeront de nous laver de tout soupçon. Voilà brièvement les directives qui nous ont été données dans cette réunion tenue en province Bujumbura. Ces enseignements sont en train d'être propagés par Léonard Minani et Nepomsen Sengumuremi, respectivement responsables du parti CNDD-FDD en province Bujumbura et son adjoint qui fut responsable du parti en commune Mutimbuzi. Les localités visées par ces enseignements sont les collines riveraines du lac Tanganyika et celles limitrophes avec le Congo. Il s'agit entre autres des communes Mutimbuzi et Kabezi. En tant que participant à cette réunion, je conseillerais aux membres du parti CNL d'éviter de circuler pendant les heures avancées de la nuit. Ce plan a été bien élaboré et celui qui sera attrapé sera accusé de vol ou d'avoir été appréhendé en train de faciliter l'infiltration au pays des groupes armés. Celui-là sera porté disparu et les responsables de son enlèvement ne seront aucunement inquiétés. Tout ça pour essayer de laver le nom de la documentation nationale et contenter la communauté internationale. L'autre but est de décourager et d'intimider les membres du CNL afin qu'ils laissent le champ libre au parti CNDD-FDD lors des prochaines élections. Notre source cite également les noms derrière ce plan et ceux qui sont conviés à des réunions relatives. abahabwa izo nyigisho ubu ni batatu ku mutumba basanzwe bafite uburyo bw'itumanaho Motorola hamwe kandi
Chaque colline a dépêché 5 Imbonerakure, dont le responsable collinaire du parti, ainsi qu'un des mobilisés. Tous les 5 sont équipés de Motorola pour faciliter la communication. Celui qui n'en a pas doit débourser une somme de 150 000 francs pour s'en procurer. La nuit venue, on porte tous des bottines militaires et chacun doit se débrouiller pour en avoir. Donc, ce samedi 3 décembre, la dite réunion s'est tenue en commune Mutimbuzi, plus précisément au lycée communal Gatoumba. Le même jour, une autre réunion s'est tenue à Kabedi, dans les enceintes du bureau communal. Et ce dimanche 4 décembre, une autre réunion a eu lieu en commune Kanyosha, dans la localité dite Nikora. Il est prévu que ces enseignements soient dispensés dans toute la province de Bujumbura et les formateurs sont au nombre de 3, à savoir Léonard Minani, responsable du parti CNDD-FDD en province de Bujumbura, son adjoint Nepomsen Sengumuremi, ainsi que le responsable provincial des démobilisés. Des réunions similaires seraient également en cours dans d'autres provinces, a ajouté notre source. Entre-temps, la rédaction de la RPA a pu connaître 3 personnes tuées au cours de la semaine dernière. Les 3 victimes sont également de 3 différentes provinces. Le point avec Elvis Nyamunge. Parmi les 3 victimes répertoriées par la rédaction de la RPA au cours de la semaine écoulée, 2 étaient des femmes. La première a été poignardée dimanche dernier par le mari Sidakorina Mugendo en commune Nega, province Kirundo. Les mobiles de cet assassinat ne sont pas connus, même si la piste de conflit foncier a été évoquée. L'auteur présumé du crime a été arrêté. La deuxième femme a été retrouvée morte en commune Rumonge. Son corps a été découvert sur la colline Kizuka. Elle n'a pas été identifiée par la population environnante. Les sources sur place indiquent que la victime était âgée entre 30 et 35 ans. La troisième personne assassinée au cours de la semaine écoulée est de la province de Bubanza. Il s'agit d'un jeune homme du nom de Lionel Nzoisaba. Selon nos sources à Nyabikere en commune Manda, la victime a été arrêtée puis torturée par un groupe d'Imbonerakure. Les tortionnaires l'auraient remis à l'officier de la police judiciaire qui à son tour l'a mis au cachot. Lionel Nzoisaba est mort le lendemain après avoir été transféré à l'hôpital de Manda. Merci à toi, Elvis Nyamungere. Après cette petite transition, nous parlons santé. Plus de 20 cas positifs à la COVID-19 sont enregistrés depuis quelques jours dans la ville de Bujumbura. Nos sources affirment que la propagation de la maladie à coronavirus prend de l'ampleur ces derniers jours dans la capitale économique et ses environs. Le point avec Emile Niwasumba. C'est depuis mardi de la semaine dernière que les chiffres des cas positifs à la COVID-19 ont commencé à grimper dans la ville de Bujumbura, selon un agent du centre de dépistage communément connu sous le nom de Bon Accueil dans la zone Bwiza. Il y a peu, on comptait seulement 1 ou 2 cas positifs à la COVID-19 par jour, mais actuellement on arrive à un effectif compris entre 20 ou 30 par jour ici à Bujumbura. Il y a de nombreux cas positifs qui passent par l'aéroport de Bujumbura. Par exemple, jeudi, parmi les personnes qui venaient d'entrer au pays à travers l'aéroport, il y avait 12 cas positifs à la COVID-19. Certains citadins sont effrayés par cette augmentation de la propagation de la COVID-19. Au centre de dépistage de Ruziba, on observe également l'augmentation des cas positifs. Certains agents des centres de dépistage indiquent que la situation s'explique par l'abandon des mesures barrières, surtout le lavage des mains avec de l'eau propre et du savon. Ils signalent également qu'à part le centre de dépistage Bon Accueil qui fonctionne normalement et celui de Ruziba qui fonctionne tant bien que mal, les autres centres de dépistage de la maladie à coronavirus ne fonctionnent presque plus. Merci à toi, Emile Niwasumba. Par la gouvernance à présent, accès de nouveau difficile au passeport de voyage depuis 2 mois. Le motif serait la rupture de stock de livrets utilisés pour la confection des passeports au sein de la police de l'air et des frontières. Pour le moment, seules les exigences telles que les missions étatiques et diplomatiques et les exigences médicales sont traitées. Le détail avec Elodie Divermesh.
Cette personne fait partie de celles qui indiquent que ces derniers jours, elles sont obligées de donner des pots de vin pour pouvoir se procurer des documents de voyage appelés passeports. Elle indique également que des personnes qui acceptent de donner ces sommes d'argent se rendent compte par la suite qu'elles ont subi un vol. Une source de la RPA au sein du commissariat général des migrations fait savoir que l'inaccessibilité au passeport a commencé à se faire remarquer en début du mois d'octobre. L'activité de confection de ces documents de voyage a cessé faute de livrets indispensables, affirme toujours notre source. Actuellement, cette source indique que seuls les cas urgents sont accueillis et servis au commissariat général des migrations. La rupture des passeports s'observe depuis le mois d'octobre. Toutefois, on continue de recevoir les gens en situation d'urgence, notamment les gens qui doivent effectuer des missions gouvernementales à l'extérieur du pays, ainsi que des malades qui nécessitent des soins à l'étranger. Certains demandeurs de passeport révèlent que ce qui leur laisse sans mots, c'est l'absence d'une communication efficace des autorités du commissariat général des migrations sur la problématique existante et des solutions y adéquates. Il y a beaucoup de dossiers qui attendent d'être traités et c'est légitime que les gens se lamentent parce que ce n'est pas normal qu'il y ait rupture de stock et que les responsables ne le communiquent pas aux concernés. En principe, ils devraient passer des commandes avant que les livrets s'épuisent. Comme ça éviterait toutes les lamentations des personnes qui passent des mois et des mois à venir chercher des documents qui ne sont même pas en train d'être confectionnés. Vous saurez qu'au cours d'une conférence de presse du 4 octobre 2022, Maurice Monima, qui dirige le commissariat général des migrations, avait déclaré qu'il détenait dans leur stock des livrets qu'il considérait pouvoir couvrir une période d'1 an et demi, mais qui n'ont duré que 6 mois seulement. Une déclaration qui avait été suivie par une promesse de la disponibilité de ces livrets dans les jours qui allaient suivre. Toujours au chapitre gouvernance, il y a un grand décalage entre les discours des autorités burundaises et les pratiques en matière de gouvernance et de lutte contre la corruption. C'est du moins l'avis du journaliste Bobo Rugurika au sujet de l'incident de jeudi dernier où le chef d'état-major général de l'armée burundaise, le lieutenant général Prime Nyongabo, a été autorisé à voyager avec un montant de presque $200 000 sans aucune déclaration au service de douane de l'Office burundais des recettes. Pourtant, les règles internationales exigent la déclaration de toutes les sommes dépassant $10 000 ou 10 000 euros. Pour le journaliste Bobo Rugurika, la lutte contre la corruption est loin d'être une réalité au Burundi. Je vous prie de l'écouter. Dans le cadre de la lutte contre la corruption, le blanchiment d'argent et le terrorisme, les instances internationales ont décidé à ce qu'il n'y ait plus des passagers qui voyagent avec des montants dépassant $10 000 pour certains et 10 000 euros pour d'autres, sans faire une déclaration au service de douane. Ce qui s'est déroulé la semaine passée à l'aéroport international de Bujumbura est un scandale. Dès lors que le personnel aéroportuaire a découvert qu'il y a un bagage qui contient presque $200 000 américains et qu'ils ont informé la hiérarchie de l'aéroport, et que cette dernière, après vérification, a réalisé que l'argent appartenait au chef d'état-major général de l'armée, le lieutenant général Prime Nyongabo, et qu'ils ont décidé de fermer les yeux et de lui rendre le bagage afin qu'il poursuive son voyage sans aucune déclaration. C'est en violation des règles internationales. C'est un scandale, dans le sens où ça devient difficile de croire en les paroles, en les discours des autorités burundaises, qui chantent à longueur de journée qu'ils veulent le retour de la bonne gouvernance, qu'ils veulent lutter contre la corruption, alors qu'en réalité, en pratique, c'est tout autre. C'est d'autant plus inconcevable, incompréhensible, dans un pays où aujourd'hui, on est en train de parler de pénurie du carburant à la suite d'un manque criant de devises. Ceci est inacceptable dans un pays où les militaires en mission de maintien de la paix en Somalie réclament régulièrement leurs salaires. Ils ne sont pas payés régulièrement. Et malheureusement, nous apprenons qu'il s'agit d'un phénomène habituel où des autorités burundaises et d'autres cadres influents de l'État voyagent avec des sommes énormes, exorbitantes même, en devises, sans que les services de douane puissent les obliger à déclarer, des fois en arguant qu'il y a un manque de formulaire pour compléter. Vous comprenez que ceci est une grosse farce. Donc, cela montre que le Burundi n'est pas vraiment prêt pour la bonne gouvernance et cela montre que le Burundi va continuer à souffrir de la corruption, des détournements et cela malheureusement va beaucoup plus aggraver la pauvreté.
Parlons éducation à présent. Suspension dans les fonctions de 2 directeurs d'école de la commune de Butaganzwa. Le directeur communal de l'enseignement les accuse d'irresponsabilité pour n'avoir pas donné une lettre de demande d'explication à 2 enseignants que le directeur provincial avait fait incarcérer pendant des heures. Ces 2 enseignants avaient été arrêtés pour avoir été en retard au service. Les enseignants de cette province estiment que l'attitude de ce directeur pourra perturber les activités scolaires de cette province. Le point avec Eric Nyonzima. Ce directeur suspendu son champ de la Kindabilinde de l'école fondamentale de Kirangira et clavé le compte du lycée communal de Kirangira. Ces 2 écoles sont situées en commune de Butaganzwa, province de Ruyigi. Jeudi dernier, ces directeurs ont reçu des lettres de suspension. Notre source de la province de Ruyigi indique que le directeur provincial de l'enseignement dans cette province les a qualifiés d'irresponsabilité parce qu'ils n'ont pas émis de lettres de demande d'explication aux enseignants reprochés de se rendre avec retard au travail. Notre source indique que ce directeur lui aurait signifié qui ne pouvait pas écrire ces lettres alors que c'est lui, comme leur chef au niveau provincial, s'était déjà chargé de cette question. La même source indique que les policiers à Ruyigi n'apprécieraient pas l'attitude de ce directeur provincial de l'enseignement. Ils ont refusé d'exécuter la demande de mettre aux arrêts pour la 2e fois ces enseignants. Face à ce refus, notre source indique que le DPE a décidé d'amener avec lui ces enseignants au bureau provincial de l'enseignement où ils ont passé toute la journée en garde à vue. Ce DPE crachait sur l'enseignant qui ose demander pourquoi ils étaient à la direction provinciale de l'enseignement. Notre source à Ruyigi fait savoir que cette attitude du DPE risque de créer de mécontentement au sein des acteurs de l'éducation en province de Ruyigi. Le DPE ne consulte personne dans la prise de ces décisions, révèle notre source. Les enseignants en province de Ruyigi et les activistes demandent aux supérieurs hiérarchiques de ce directeur de l'enseignement à Ruyigi de lui ordonner de cesser ses persécutions à l'endroit des enseignants. La rédaction de la RPA a essayé de joindre Onesphore Sabiumva, directeur de l'enseignement de la province de Ruyigi, mais sans y parvenir. Merci à toi, Eric Nyonzima. Après cette petite pause, nous parlons des nouvelles de la société. RPA. Dans notre série de reportages sur la cherté de la vie au Burundi, aujourd'hui nous vous parlons des prix des petits pois. Même si les prix de cette denrée alimentaire varient d'une province à une autre, les habitants de différentes provinces qui se sont entretenus avec la RPA parlent d'une hausse des prix d'un kilogramme de petits pois d'entre 500 et 2000 francs burundais au cours des 2 derniers mois. Le détail avec Josiane Mouzanez. Karoussi est l'une des provinces dont les habitants consomment souvent les petits pois, ce qui tend à se raréfier ces derniers jours, vu la cherté de toutes les denrées alimentaires, dont le petit pois. Chez nous, 1 kilogramme de petits pois frais s'achète à 2500 francs, alors qu'auparavant, il coûtait 2000 francs burundais. Quant au kilo du petit pois sec, il est passé de 3000 à 3200 francs. À Gitega, le prix de cette denrée a presque doublé. À Gitega, le petit pois est très cher. Le prix du kilo du petit pois frais coûte actuellement entre 4500 et 5000, alors qu'auparavant, le kilo s'achetait à 3000 francs seulement. Pour le petit pois sec, le kilo est passé de 2500 à 4000 francs burundais. C'est vraiment cher. En province de Rumongue, le prix du kilo du petit pois a été majoré de 500 francs. Le petit pois sec qui coûtait auparavant 3500 se vend aujourd'hui à 4000 francs et celui du petit pois frais qui coûtait 4000 s'achète aujourd'hui à 4500 francs burundais. En mairie de Bujumbura, la situation est pire. En moins de 2 mois, le kilo du petit pois est passé de 4000 à 7000 francs burundais. Merci à toi aussi, Josiane Mouzaneza. Dernière nouvelle de cette édition, l'Organisation des Nations Unies devrait faire attention et éviter de tomber dans les pièges des gouvernements tanzaniens et burundais qui usent de tous les moyens pour faire croire que les conditions au Burundi sont réunies pour le rapatriement des réfugiés. C'est du moins l'appel de Léopold Charangabo, vice-président de la coalition des défenseurs des droits de l'homme burundais vivant dans divers camps de réfugiés. Pour lui, l'ONU est lui-même témoin à travers plusieurs de ses rapports que le Burundi a encore à faire dans plusieurs secteurs, et ce soit en matière des droits de l'homme et de la sécurité. Suivez plutôt Léopold Charangabo, vice-président de la coalition CBDH Vicar. Le cas des réfugiés burundais en Tanzanie, ce gouvernement
voudrait que l'ONU retire le statut de réfugié au Burundi, et sous prétexte que ce qui a causé l'asile est fini. Mais c'est faux, parce que il y a encore des actes de violation de droits de l'homme au Burundi. Vous avez entendu récemment un rapatrié qui a été assassiné là-bas en province de Kirundo. Il y a aussi des déclarations des organisations burundaises et étrangères qui montrent souvent que le droit de l'homme au Burundi n'évolue pas remarquablement. Il y a aussi l'Union européenne qui a déclaré qu'il n'y a pas encore l'avancée au Burundi dans le domaine des droits de l'homme. Je ne vois pas alors où le commissaire peut commencer pour retirer le statut de réfugiés au Burundi qui sont en Tanzanie. Plutôt, nous demandons au gouvernement tanzanien de ne pas continuer à harceler les réfugiés burundais suite aux mobiles politiques. Vous voyez que ce sont les relations qui existent entre le gouvernement tanzanien et celui du Burundi qui poussent au gouvernement tanzanien de continuer à harceler les réfugiés burundais de rentrer avec qu'il est au gouvernement burundais de présenter qu'il est bien que son image est maintenant bon. Nous demandons également aux Nations Unies de ne plus tomber dans cette piège du gouvernement tanzanien en collaboration avec le gouvernement du Burundi. La réaction de Léopold Charangabo intervient après les propos du commissaire chargé des questions des réfugiés au ministère tanzanien de l'Intérieur, Sudi Mwakibasi, qui a annoncé que la Tanzanie compte révoquer le statut de réfugié burundais se trouvant sur son territoire. Sudi Mwakibasi a dit qu'ils attendent le soutien de l'ONU. Ainsi prend fin cette édition. Merci de nous avoir prêté oreille attentive. Merci aussi à l'équipe de la rédaction et à l'équipe technique pour les bonnes collaborations. À la présentation, vous étiez avec Onésime de Chimali. Bon début de semaine à tous.